Bon alors ça y est, Black Myth Wukong, BMW pour les intimes, est enfin sorti. Du coup on va aller voir ce que ça donne au niveau des performances pour la version PC avec des settings optimisés, la qualité des upscalers, le path tracing et compagnie. Bref, on va aller voir ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Donc Black Myth Wukong, c'est un jeu qui était quand même assez attendu depuis un bon moment puisque c'était un des premiers jeux qui tournait sous Unreal Engine 5 qu'on a eu l'occasion de voir. Et c'est vrai qu'en plus de ça, au niveau de sa direction artistique et de son histoire, son settings et tout ça, c'était quand même un poil différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un jeu en provenance du studio chinois Game Science, et c'est un des premiers gros AAA chinois. Et clairement, il a eu son petit effet, puisque au niveau du nombre de joueurs en simultané sur Steam, il a déjà fait péter les scores. Là, très clairement, on est sur un des plus gros lancements de jeux solo de tous les temps, jusqu'ici. Et au niveau technique, comme je l'ai dit juste avant, c'est l'Unreal Engine 5, donc il utilise plusieurs des technologies de l'Unreal Engine 5 qu'on a déjà vu dans pas mal de jeux maintenant, comme Lumen, donc du Ray Tracing Software. Il y a aussi Nanite qui permet d'avoir un LOD infini, mais Nanite ici il n'est pas utilisé partout. Donc par exemple sur la végétation principalement, on verra toujours un petit peu de popping. Rien de dramatique, mais c'est moins impressionnant que dans d'autres titres qu'on a vu dernièrement, comme Hellblade 2 par exemple. Pareil, au niveau de la gestion des ombres, il n'utilise pas les Virtual Shadow Maps, donc bon, c'est de l'Unreal Engine 5, mais je pense que comme le jeu a quand même mis pas mal de temps à sortir, il n'utilise pas non plus toutes les technologies du moteur. Autre particularité pour la version PC, j'utilise donc Lumen pour l'éclairage, comme sur console, mais comme c'est un jeu sponsorisé Nvidia, il y a aussi une implémentation du path tracing qu'Nvidia appelle maintenant le full ray tracing. Bon, personnellement, je préférais path tracing, c'était un petit peu plus clair. Par contre, particularité là aussi, contrairement à Cyberpunk ou Alan Wake 2, malgré le fait qu'on ait le path tracing, il n'y a pas de ray reconstruction, ce qui est un petit peu dommage. Et bien évidemment, qui dit path tracing dit jeu hyper gourmand quand on active. Pas de surprise qui passe à la trappe. Par contre, dans les deux cas, c'est très pixelisé. Quand on zoome beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de bruit pour les deux. C'est un petit peu moins pire pour le DLSS quand même malgré tout. On peut dire qu'il fait un meilleur job ici. Et pour le XeSS et le TSR, alors on peut voir que le TSR est vraiment très moche. Déjà, on le voit très bien même en zoomant un petit peu, enfin en dézoomant l'image. On voit que le XeSS est quand même beaucoup plus clean. Il n'y a quand même pas photo entre les deux. Et si on zoome un petit peu, alors le XeSS reste toujours un petit peu granuleux, c'est pas hyper net, mais c'est quand même beaucoup plus propre que le TSR. Là, c'est vraiment une bouillie de pixels, c'est absolument atroce. L'implémentation, je dirais, des upscalers dans le jeu est quand même un petit peu questionnante, parce que peu importe l'upscaler, la qualité d'image finale est quand même... On a vu mieux quand même dans d'autres titres, là c'est quand même un petit peu borderline. Alors on est maintenant sur une scène à observer un petit peu plus dans son ensemble. Bon, on a toujours le DLSS à gauche, le FSR à droite. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'encore une fois au niveau de l'eau, le rendu global de la flotte est quand même meilleur pour le DLSS que pour le FSR, comme on peut le voir ici. Au niveau, je dirais des petites vaguelettes comme ça, avec le FSR, il y a quand même pas mal de choses qui passent à la trappe. Là où le DLSS, on voit que ça restitue beaucoup mieux les détails. Et c'est un petit peu la même chose à droite. Là on voit que c'est beaucoup plus graineux dans l'ensemble au niveau de l'image. C'est un petit peu moins pire que tout à l'heure pour le DLSS, c'était beaucoup plus apparent au niveau des grains quand la scène était très sombre. Là ça se maintient quand même beaucoup mieux. Ce qu'on peut noter aussi, on voit que c'est un petit peu plus soft avec le FSR ici. Là c'est beaucoup plus sharp, mais comme le jeu de base est déjà très sharp, on voit que ça donne un aspect très granuleux encore une fois, ce qui est très désagréable. Mais c'est vrai qu'ici du coup, c'est peut-être limite un petit peu plus agréable pour le FSR, malgré lui je dirais, puisque comme il restitue un petit peu moins de détails, l'image est un petit peu plus soft. Bon alors après évidemment faut beaucoup zoomer pour le voir, avec le FSR,
Mais avec le DLSS... Encore une fois, hein, le problème avec ce jeu-là, c'est que comme, je dirais, de base, on est obligé d'utiliser un des upscalers, même si on le pousse à 100%, il y a certains des artefacts qui restent même à 100%, comme le ghosting par exemple, ou certains effets qui sont parfois un petit peu plus gênants. Du coup, les implémentations qu'on ait vues, des upscalers, même par rapport à d'autres jeux, donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Alors, même punition pour le XISS et le TSR. Bon, c'est rigolo puisque déjà d'emblée, on a l'impression de retrouver un petit peu déjà exactement les mêmes problèmes avec le TSR et le FSR au niveau de l'eau et au niveau de la comparaison DLSS-FSR. Puisque là, on voit qu'au niveau de la restitution du rendu de l'eau, c'est bien mieux pour le XISS que pour le TSR. Quand on zoome ici, on voit très clairement hein, que ça se passe beaucoup mieux pour le XISS. Là, on voit que c'est très granuleux pour le TSR. Là, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est pire que le FSR, hein, très clairement pour le TSR. Là, au niveau de la flotte, c'est vraiment immonde. Hein. C'est une bouillie de pixels, hein, très clairement. Dégueulasse. Pour les PNJ, à distance, bah là j'ai envie de dire, je préférais le rendu du FSR tout à l'heure, parce que justement c'était un petit peu plus soft. Donc ça restituait moins de détails, mais c'était plus agréable au final, vu l'oversharpening du jeu. Bon, par contre on voit quelques artefacts hein, de désocclusion autour des personnages, comme on en a autour du personnage principal aussi. Hein. Alors c'est très apparent avec le TSR. Et au niveau des particules, alors là par contre il y a beaucoup de ghosting pour le XISS, très apparent, hein. Voilà, des petites traînées qui passent là. Et pour le TSR qui généralement s'en sort bien au niveau du ghosting des particules, ben ça a l'air d'aller. Alors pour la science, je voulais voir aussi ce que ça donnait avec le DLAA, donc avec l'upscaler à 100%, contre le DLSS à 66% à droite ici. Qu'est-ce qu'on peut noter comme différence? C'est que de loin, les deux images peuvent paraître relativement similaires, même s'il y a quelques petites différences quand même. Hein. C'est quand même un petit peu plus net à gauche, déjà d'emblée. Au niveau du rendu de l'eau, on voit qu'au final, l'upscaling s'en sort pas si mal que ça. Même si on zoome un petit peu, ben c'est plus pixelisé à droite. C'est moins propre. Au niveau des PNJ à distance, en réalité c'est pas si différent que ça. Encore une fois, hein, le rendu de base du jeu est tellement spécial que c'est pas génial quoi qu'il arrive. C'est très pixelisé hein, dans les deux cas. Donc là j'ai envie de dire c'est un petit peu match nul. Hein. Est-ce qu'au global l'image est plus nette? Ça tremblote beaucoup quand même, hein, même en DLA. Hein. On voit que c'est pas parfait. Hein. Ça scintille un petit peu quand même. Et au niveau des particules, un rendu ma foi assez similaire. Mais j'ai envie de dire l'image est un petit peu plus nette à droite, hein, parce qu'on peut le voir en pot. Là, on voit que ça scintille un petit peu, même au niveau des branches et tout, tandis que là, l'upscaling, ça le fait moins. Il y a des avantages, inconvénients. Donc autant au niveau de l'eau, c'est plus propre avec le DLA1, autant les détails à distance, le DLSS à 66% fait mieux qu'à 100, donc parfois il y a des trucs comme ça. Donc ouais, intéressant. Alors, autre truc qu'on peut observer, c'est le rendu avec l'humaine classique, je dirais, le rendu normal du jeu, et le rendu avec le ray tracing, donc le path tracing de chez Nvidia. Donc on a le path tracing ici à gauche, et le rendu l'humaine software à droite. Qu'est-ce qu'on peut noter comme différence? Ici c'est principalement les ombres. On voit qu'ici à droite, au niveau des ombres, ça scintille un petit peu. Parce que la manière dont ont été implémentées les ombres dans le titre, les shadow cascades et tout ça, ils n'utilisent pas certaines fonctionnalités de l'Unreal Engine 5, ce qui fait que le rendu avec le ray tracing, enfin le path tracing est beaucoup plus stable. Alors après, il y a aussi, je dirais quelque part, il y en a certains qui préféreront avoir les ombres qui scintillent un petit peu, puisque ça peut rendre le truc un petit peu plus vivant quelque part. Puisque c'est vrai que là du coup c'est très statique. Donc certains préféreront probablement avoir les ombres de moins bonne qualité entre guillemets je dirais. Puisque ça rend
tout un petit peu plus vivant, ça bouge un petit peu. Tandis que là, c'est vrai que ça bouge pas d'un poil à gauche. Hein. On aurait même l'impression que c'était en pause si on voyait pas certains trucs qui bougent. Donc je pourrais comprendre que certains préfèrent ce rendu-là. Mais c'est vrai que, concrètement, l'image est plus correcte à gauche. Mais bon, sinon c'est vrai que en ce qui concerne les reflets, on voit que les teintes sont beaucoup plus logiques ici à gauche. Par exemple, là c'est très très noir au niveau du rocher. Ce qui est un des problèmes de Lumen, c'est qu'au niveau du nombre de rayons et de rebonds, c'est un petit peu... Enfin, on retrouve souvent des endroits très 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 sombres, là où avec le pass tracing, c'est très... Enfin, on le voit aussi là au niveau du rocher, hein. Là c'est beaucoup plus sombre avec Lumen qu'avec le pass tracing. Encore une fois, certains pourront préférer ce rendu là malgré tout. Autre truc qui change avec le pass tracing sur Wukong, c'est les caustiques au niveau des reflets de l'eau. Et du coup le rendu est un petit peu différent. Là on a les caustiques avec le pass tracing à gauche, et là c'est le rendu classique à droite. Alors, encore une fois, je pense que certains préféreront ce rendu là, puisque c'est un rendu un petit peu plus classique. Alors après on retrouve, je dirais, la gestion des liquides de l'Unreal Engine 5, qu'on avait déjà un petit peu observé sur Hellblade 2. Dans l'ensemble, c'est vrai que ça a un rendu un petit peu plus naturel. Bon là c'est vrai que l'eau est très 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 transparente. Je pense que le rendu des caustiques est peut-être un petit peu plus sympathique avec de l'eau un petit peu plus colorée. Mais c'est vrai que bon, du coup c'est un petit peu plus transparent. Et au niveau de remous là, c'est un rendu différent encore une fois. Hein. Je pense qu'il y en a qui préféreront celui-là. Mais c'est vrai que du coup au niveau des reflets du soleil et tout ça, ça rend la chose un petit peu plus colorée à gauche dans l'ensemble. Donc ouais, c'est différent, mais sur cet exemple-là, j'aurais du mal à dire lequel je préfère. Alors, on retrouve ici la même scène que tout à l'heure, avec le pass tracing à gauche et le Lumen classique à droite. Alors, on voit encore une fois qu'au niveau de l'eau, déjà, la gestion est différente. Au niveau des caustiques et tout ça. Bon, ça peut être une histoire de goût. On peut préférer le style des reflets ici à droite par rapport au rendu, je dirais, plus réaliste à gauche. Par contre, on voit ici que c'est un petit peu granuleux au niveau de ce rendu-là, ce qui n'est pas le cas ici à droite. Donc je pense que le jeu aurait à gagner à avoir, par exemple, le Ray Reconstruction du DLC 3.5, qui n'est pas présent dans le titre, malheureusement. Puisque ça aurait pu aider, je pense, sur certains reflets et certains problèmes du denoiser, hein, qui ici est clairement visible. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Au niveau des ombres, hein. Déjà là on voit que ça scintille un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on avait observé tout à l'heure. Les ombres sont plus stables avec le pass tracing. Au niveau du PNJ ici ça change pas grand chose. Même si on voit que la gestion de l'éclairage est légèrement différente. Et c'est vrai qu'au global, l'aspect, je dirais, général de la scène, ça paraît un petit peu plus coloré à gauche qu'à droite. Mais les deux sont plutôt jolis. Hein. C'est vrai que là, la teinte est pas la même. Au niveau de l'éclairage du soleil, là c'est un petit peu plus froid, là c'est un petit peu plus jaune. Alors donc ici à gauche, c'est toujours le pass tracing au maximum, et à droite c'est le pass tracing en mode médium. Ce qui est recommandé dans la configuration de chez Hardware Box au niveau du pass tracing, qui est moins gourmand. Et est-ce que ça change beaucoup au niveau du rendu final? Ce qu'on peut noter, c'est déjà ici. On voit qu'au niveau du reflet, c'est buggé, hein, comme ils avaient dit chez Hardware Box d'ailleurs. Mais au final, c'est moins granuleux. Donc on peut préférer aussi ce rendu-là. Par contre, est-ce que c'est mieux que le rendu de Lumen tout seul? Je suis pas sûr. Hein. C'est vrai qu'au niveau des reflets de l'eau, le mode médium a des petits soucis. Mais sinon, en dehors de ça, parce qu'il n'y a pas de l'eau partout dans le jeu, hein, c'est vrai que dans l'ensemble, en dehors de ça, ça change pas grand-chose. Hein. Donc c'est vrai que le rendu médium fait quasiment aussi bien si c'était pas pour cette histoire de reflet là, qui me paraît un petit peu problématique. On va essayer avec les détails bas maintenant pour voir. Alors c'est toujours le pass tracing à fond à gauche, et là c'est à droite en détail bas. Bon alors déjà là on voit que d'emblée, au niveau de l'eau, c'est pas du tout le même traitement. On voit beaucoup plus les reflets du ciel, je dirais. Et encore une fois, je pense que c'est un rendu que certains pourraient préférer.
plutôt que ce qu'on voit à gauche. C'est bien d'avoir l'option du coup, hein, puisque c'est des rendus différents, même si, et en plus c'est plus léger à droite. Hein. En dehors de ça, s'il n'y avait pas ces histoires de reflets, bon encore une fois au niveau des ombres et tout ça, ça change pas grand chose. C'est plus au niveau de la gestion de l'eau que c'est différent. Alors on commence nos petits comparatifs avec la RTX 4090 qui du coup se concurrence elle-même, hein, puisqu'il n'y a pas de carte équivalente chez AMD. Du coup, on peut voir qu'à gauche c'est la 4090 en rasterisation, et à droite c'est en mode ray tracing, donc pass tracing sur ce titre-là. Comme on peut le voir, le pass tracing ça réduit les performances par 2. Alors après on est en 4K, c'est assez similaire à ce qu'on a déjà pu observer dans d'autres titres, hein, les plus lourds, type Cyberpunk ou Alan Wake 2. C'est un petit peu le même niveau de performance. Quand on met tout à fond de balle en natif, on arrive aux alentours des 30 FPS avec le pass tracing d'activer. Ce qui reste quand même un score plutôt honorable pour la 4090, puisqu'il n'y a aucune autre carte qui arrive à ce niveau de performance là. Bon, en dehors de ça, en rasterisation, 70 FPS, 65, on tombe dans les 60, hein, ça reste très compliqué. Bien évidemment, le jeu est très lourd puisqu'il utilise aussi, je dirais, du ray tracing tout le temps, mais du ray tracing software. Alors, on arrive ensuite sur la bataille 4080 Super, 7900 XTX, toujours en 4K, en rasterisation, comme on peut le voir ici, c'est à l'avantage de la 4080, et ce sera comme ça pour quasiment tous les duels, hein. Très clairement, sur ce titre-là, c'est avantage aux cartes d'NVIDIA. Peut-être qu'avec de nouveaux drivers chez AMD, ça permettra d'améliorer la situation, j'en sais rien, mais en l'état, pour le moment, c'est très clairement les GeForce qui mènent sur le titre. Après, c'est tout à fait jouable sur les Radeon aussi. Il n'y a pas de gros problèmes, je dirais, de performance au niveau des stutters et tout ça. C'est la même chose qu'avec les RTX à ce niveau-là, mais c'est vrai que les performances sont un ton en dessous. Donc bref, ici, on voit que déjà, sans utiliser d'upscaling, c'est déjà un petit peu compliqué, puisqu'on est sous les 60 FPS pour les deux cartes. Du coup, on va passer avec le ray tracing, et alors là, comme on peut le voir, c'est un carnage pour la 7900 XTX qui n'arrive pas du tout à gérer, là où la 4080 Super est en grande difficulté aussi, mais on voit qu'avec un petit peu d'upscaling et compagnie, on devrait avoir quelque chose de jouable. C'est clairement pas idéal, c'est vraiment très gourmand, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux que pour les Radeon, et comme on va le voir, de toute façon pour les Radeon, peu importe la situation, le mode pass tracing est totalement inutilisable sur le titre. Alors après, il n'est pas indispensable, on peut faire sans, mais bon, clairement on sent que c'est le petit mode de rendu en plus pour les RTX qui n'est pas accessible pour les autres fabricants de cartes, tout du moins pour l'instant. Alors on arrive sur la gamme d'en dessous, la 4070 Super et la 7900 XT, alors là on aura les résultats en 4K et aussi en 1440p. Bon alors, je l'ai mis les deux ici, puisque c'est des cartes qui sont un petit peu à cheval, je dirais, entre la 4K et le 1440p. Bon, après, les 4080, 7900 XTX, on peut les utiliser en 1440p aussi, bien évidemment. Mais bref, il y aura de toute façon tous les résultats à la fin. La 4070 Ti Super, ici, ici encore, elle a l'avantage. C'est vrai que c'est assez rare qu'elle soit aussi loin devant la 7900 XT, mais très clairement, ici, en rasterisation, sur Wukong, c'est le cas. Donc, comme un petit peu avec la 4080 Super, c'est avantage RTX ici. Et en 4K avec le pass tracing d'activer, alors bien évidemment c'était déjà très compliqué pour la 7900 XTX, ça allait encore beaucoup plus pour la 7900 XT, et comme on va le voir après avec la 7900 GRE, elles ont plus ou moins le même niveau de performance avec le ray tracing d'activer, donc je pense que pour AMD, il y aura peut-être moyen d'améliorer un petit peu les choses côté driver. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter? Puisque je pense que ça resterait de toute manière injouable avec le ray tracing sur ce titre-là pour les Radeon. Alors, sur les mêmes cartes en 1440p natif maintenant, comme on peut le voir ici, c'est aussi à l'avantage de la 4070 Ti Super, qui est quand même un petit cran au-dessus par rapport à la 7900 XT. Et on note aussi qu'on voit beaucoup plus les artefacts du TAA, puisque à gauche on est avec le DLAA, et à droite, pour les Radeon, on est avec le FSR AA. Ça reste aussi un avantage pour les RTX, puisque le rendu avec le DLAA, et donc avec le DLSS en général, est meilleur qu'avec le FSR. Là, c'est clairement avantage RTX. Avec le ray tracing d'activer, avec les mêmes cartes, on voit que c'est toujours très compliqué, même en 1440p pour la 7900 XT, c'est très clairement inutilisable. Je veux dire, même si on rajoutait encore de l'upscaling, du frame generation et compagnie, on dégraderait, je dirais, tellement l'image, puisqu'il faudrait descendre vraiment très bas pour avoir quelque chose de jouable, que ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Donc autant rester sans pass tracing pour les cartes d'AMD. Toujours en 1440p, on retrouve maintenant la 4070 Super et la 7900 GRE, et ici, comme bien souvent depuis le début, c'est avantage RTX 4000,
qui est au-dessus de la 7900 GRE sur le titre. On n'est pas très loin des 10 FPS d'écart. Bon, 1440p, on voit qu'on est sans le pass tracing ici, et on voit qu'on tourne déjà difficilement autour des 60 FPS pour les deux cartes. Il y a encore un petit peu de marge pour gagner en performance avec les réglages, et aussi avec l'upscaling bien évidemment. Du coup, on va passer sur le ray tracing. Et comme c'est le cas à chaque fois, comme on peut le voir ici, la 4110 Super s'en sort bien évidemment beaucoup mieux que la 7900 GRE, qui est quand même en grande difficulté ici. Alors c'est jouable, je dirais, pour la 4110 Super, mais c'est pas très agréable. 30 FPS sur ce type de jeu, bon, c'est exploitable, mais clairement, on préférera essayer d'atteindre les 60, je dirais comme base, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide et d'agréable. On enchaîne avec le duel 4070-7800 XT, et là, c'est aussi à l'avantage de la 4070. Alors c'est vrai que dans la plupart des jeux, c'est l'inverse, c'est souvent la 7800 XT qui finit un cran au-dessus. Bon, sur ce titre-là, c'est à l'avantage de la 4070. En rasterisation, bon, on voit qu'en 1440p, on commence à être un petit peu limite quand même, au niveau des réglages, même si ce sont des réglages optimisés, on voit que c'est déjà quand même très compliqué, puisqu'on a atteint difficilement les 60 FPS constants avec la 4070, et avec la 7800 XT, la plupart du temps, on est en dessous. Donc bref, pour ces deux cartes-là, en 1440p, il faudra déjà faire un petit peu plus de concessions. Et avec le ray tracing d'activer, bon sans surprise, c'est à l'avantage de la 4070, même si on est en dessous des 30 FPS, donc ici je dirais d'emblée, c'est upscaling obligatoire, où il faudra descendre encore un petit peu le réglage. Donc bon, la 7800 XT c'est totalement inexploitable, là il faudra quand même faire beaucoup plus de concessions. On enchaîne avec un duel qui est normalement largement à l'avantage de la 7700 XT. On voit qu'ici, elle fait tout juste jeu égal avec la 4060 Ti 16Go. Bon, j'ai pas mis de vidéo avec le modèle 8Go, puisque grosso modo c'est la même chose. En un petit peu moins stable quand il y a le ray tracing d'activer. Mais je dirais qu'en rasterisation classique, la 4060 Ti 16 ou 8Go en 1080p, elles sortent les mêmes performances. Les 8Go ne sont pas pénalisants ici. On voit que bon, dans l'ensemble, il reste quand même un petit avantage à la 7700 XT, mais c'est vrai que les deux cartes ici sont vraiment très proches. Et une fois qu'on active le ray tracing, par contre, ça tourne largement à l'avantage de la 4060 Ti. On est aux alentours des 30 FPS de moyenne. Alors, est-ce que c'est vraiment jouable pour autant ? Bon, pas vraiment, puisque déjà ici, il faudrait utiliser de l'upscaling. Après, le 1080p upscalé, c'est loin d'être idéal, mais si on veut absolument utiliser le pass tracing, c'est une option. Mais personnellement, je préfère jouer en natif ici, avec le lumen classique, plutôt que de devoir faire plus de concessions. On passe maintenant sur les cartes les plus bas de gamme de la génération actuelle, la 4060 et la RX 7600 en 1080p, toujours avec les mêmes réglages, et bien on peut voir que c'est à l'avantage de la 4060, sans grande surprise, c'est un petit peu le même état de fait depuis le duel 4080 Super 7900 XTX, c'est à l'avantage des GeForce. Donc ici, c'est une petite avance pour la 4060. Pour autant, la RX 7600 se dépatouille. Bien évidemment, on n'atteint pas les 60 FPS pour les deux cartes, donc il faudra faire quelques petites concessions pour avoir ce niveau de performance-là. Mais bon, on peut se débrouiller avec ces cartes-là pour avoir quelque chose de tout à fait jouable en 1080p. Alors avec le ray tracing d'activer, par contre, c'est vraiment très compliqué pour la RX 7600. La 4060 n'est pas non plus à l'aise, très clairement, c'est pas vraiment utilisable. Mais on va dire que ça a déjà un petit peu meilleure mine. On pourrait atteindre les 30 FPS avec quelques petites concessions de plus. Là où pour la 7600, on voit qu'il y a encore du taf à faire, et on voit qu'en plus de ça, les performances s'écroulent totalement à un moment. Donc c'est pas du tout exploitable ici pour la petite carte d'AMD qui choque complètement avec le ray tracing d'activer. Petit duel maintenant sur la génération précédente avec la 3060 Ti contre la 6700 XT. Et là on voit que le duel est un petit peu plus équilibré, je dirais. Les deux cartes sont plus ou moins au même niveau de performance, mais on sait aussi que d'habitude la 6700 XT est un petit cran au-dessus de la 3060 Ti. Et on voit que c'est un petit peu comme les 4060 et 7600. En bidouillant un petit peu au niveau des réglages encore, on pourrait atteindre les 60 FPS de moyenne pour les deux cartes. Mais on voit que déjà là, pour du 1080p natif, c'est déjà quand même assez compliqué. Et avec le ray tracing d'activer, comme on est sur les générations précédentes, c'est encore plus compliqué que pour l'RTX 4000 ou RDNA 3. On voit ici que pour Ampere et RDNA 2, c'est vraiment quasiment inexploitable. Il faudra vraiment faire beaucoup de concessions avec ces deux cartes pour pouvoir utiliser le pass tracing, mais c'est pas surprenant du tout. On passe ensuite sur le duel RTX 3060 RX 7600. Alors, là aussi, c'est clairement à l'avantage de la RTX 3060 ici, qui est vraiment un bon cran plus performante que la RX 6600 sur le titre.
pas grand chose d'autre à dire, hein. On voit que la 6600 a du mal à atteindre les 30 fps, la 3060 oscille plus entre les 35-45, voire parfois un petit peu au-dessus comme on le voit ici. Donc bon, on n'est pas aux 60 fps quoi qu'il arrive, mais on pourrait y arriver un petit peu plus facilement pour la 3060 dans l'ensemble, là où la 6600 c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors j'ai aussi voulu voir comment ça se passait pour le ray tracing pour les deux cartes. Bon, pour la 3060, on pourrait atteindre les 30 fps avec un petit peu plus de concessions, mais c'est vrai que pour la 6600, comme on le voit à droite ici, alors c'était vraiment très très compliqué, hein, même de marcher droit, donc on tourne aux alentours des 1 fps, bon c'est totalement inutilisable, hein. On peut vraiment rien faire ici. Mais c'était assez rigolo, j'avais un petit peu l'impression d'être bourré. On retrouve ensuite un duel de cartes beaucoup plus ancien, avec la RTX 2060 à gauche et la GTX 1080 Ti à droite, hein, l'éternel 1080 Ti. Bon, bah, comme on peut le voir ici, les deux cartes ont plus ou moins le même niveau de performance, ce qui est quand même très rare, hein. D'habitude la 1080 Ti est quand même un bon cran au-dessus au niveau performance brute de la 2060. Donc pourquoi est-ce qu'ici la 2060 arrive à tenir tête à la 1080 Ti? Tout simplement parce que c'est un jeu très moderne qui utilise un jeu d'instruction que ne possède pas la 1080 Ti, qui était plus taillé pour les jeux de l'époque en DirectX 11. Là bon, c'est le Unreal Engine 5 avec toute la panoplie de technologies. Évidemment la 1080 Ti a beaucoup plus de mal. Pour autant, on voit qu'elle tourne quand même malgré tout aux alentours des 30 fps de moyenne, hein, ce qui est pas si mal que ça pour la vénérable 1080 Ti, bien évidemment. Bon, faudra faire quelques petites concessions en plus pour avoir de meilleures performances, mais bon, très clairement, on peut l'exploiter encore pour du 1080p. Et enfin on termine avec la GTX 1060, alors sans surprise, hein, en 1080p natif, comme on le voit ici à gauche, c'est inexploitable, hein, avec les réglages quand même assez élevés, puisque les réglages d'Hardware Unbox, Quality, on tourne aux alentours des 10 fps. On voit à droite que si on met du 1080p en détail bas, et avec du FSR en mode Quality, on tourne plus aux alentours des 30-40 fps, ce qui est utilisable. Alors je vous dis pas que ce sera la meilleure expérience de jeu au monde, hein, mais c'est quand même assez surprenant de voir que la 1060 arrive quand même à se dépatouiller, à atteindre environ 30 fps de moyenne. Et je dirais même que ça vaudrait peut-être même le coup d'essayer de pousser les détails médium avec le FSR d'activer, parce que c'est vrai que les détails bas sur Black Myth Wukong sont vraiment très moches. Ça rend le jeu vraiment hyper plat puisqu'il n'y a quasiment plus aucune ombre apparente. Donc bon, je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver un compromis différent de ce que j'ai fait ici. Alors, au niveau des performances, on passe maintenant sur les graphiques assez rapidement. Ce qu'on peut noter, bien évidemment, c'est que déjà dès le 1080p, on voit déjà que la 4090 prend quand même le large au niveau des performances par rapport à toutes les autres cartes. Et c'est déjà quand même assez lourd, hein, puisque le jeu, même avec des settings optimisés, on tourne aux alentours des 120 fps maximum pour la 4090. On voit que pour les autres cartes, pour arriver aux 60 fps, on arrive autour de la 4060 Ti 7700 XT. Ce qu'on voit aussi très clairement, c'est que c'est très favorable aux cartes d'NVIDIA. Peut-être que plus tard AMD améliorera ses drivers, j'en sais rien. Mais bon, en l'état, pour la sortie du jeu, c'est très clairement l'avantage des GeForce. Alors dans les comparatifs vidéo, on n'avait pas abordé les cartes d'Intel, tout simplement parce qu'il y a toujours ces problèmes avec les cartes de capture, enfin tout du moins avec la mienne. Du coup c'est très pénible à setup, du coup je les ai pas enregistrés. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'au niveau des performances en 1080p, on voit que la 770 est en dessous de la 3060, qui est quand même pas sa meilleure performance. Et on voit que la 750, elle est comme d'habitude très légèrement en dessous. En 1440p, toujours en rasterisation, on voit qu'on baisse déjà pas mal au niveau des performances. La 4090 reste seule en tête aux alentours des 100 fps, suivi de la 4080 Super qui mène quand même la 7900 XTX d'une belle avance sur ce jeu-là. Et c'est vrai que même par rapport à la 7900 XT, c'est rare de l'avoir aussi bas dans le classement. Donc bon, dominance des GeForce, et on voit que sur le bas du tableau, petit à petit j'enlève les cartes les moins performantes. Par contre c'est intéressant de voir que pour les cartes d'Intel, ici elles se maintiennent mieux en 1440p que les autres cartes, puisque maintenant la 770 et la 750 sont passées devant la 3060. Mais c'est vrai que on est malgré tout aux alentours des 30 fps, ce qui est quand même pas incroyable. Quoi qu'il arrive, pour avoir plus de performance, de toute façon, faudra faire des sacrifices, voire utiliser l'upscaling. Donc l'un dans l'autre, la 3060 refera son retard aussi. Et en 4K, j'ai enlevé les cartes qui étaient en dessous des 30 fps, et du coup, on termine avec la 7800 XT. Pour avoir 30 fps en natif, avec des settings opti entre guillemets. On pourrait avoir des settings un petit peu plus agressifs, hein, mais c'est des settings opti pour avoir une très bonne qualité d'image, on va dire. Donc 4090 en première position, sans surprise, avec 70 fps, et la 4080 Super, 52, donc c'est déjà une grosse chute. La 7900 XTX, la 3090 Ti et la 4110 Ti Super, plus ou moins le même niveau de performance. Ensuite, on passe sous les 40 fps pour toutes les autres cartes. Jeu quand même très gourmand, hein, mais encore une fois,
avec du Lumen et compagnie sur le Unreal Engine 5, on a l'habitude de voir des jeux hyper gourmands, c'est encore une fois le cas. Pour les performances en ray tracing, alors je vais pas épiloguer 107 ans, c'est évidemment hyper compliqué, déjà en 1080p, évidemment les cartes d'AMD sont complètement à l'ouest ici, il n'y a que les RTX qui peuvent concrètement utiliser ce mode de rendu, même à partir du 1080p, puisqu'on voit que, bon déjà là, hein, la 7900 XTX est sous les 30 fps. En 1440p, carnage total, hein, puisque là il n'y a que la 4090 qui maintient à peu près 60 fps en natif. Pour toutes les autres, c'est la descente aux enfers assez rapidement, aux alentours des 30 fps, il n'y a que la 3090 Ti, suivi de la 4070 ici, qui arrive, et sinon en dessous, bah, on est dans les 20. Hein. Et enfin en 4K natif, bon, bah, comme dans beaucoup d'autres jeux avec le pass tracing, il n'y a que la 4090 qui arrive à maintenir 30 fps en natif. Évidemment ici, c'est upscaling obligatoire, et voire frame generation si on veut avoir un rendu 4K entre guillemets. Alors, au niveau du test processeur, bon, plusieurs problèmes, c'est un jeu qui a des niveaux, et du coup, ben, j'ai un nombre d'activations limité au niveau du nombre de processeurs par jour. Là, on est sur 5, j'ai pu tester que 4 processeurs, tout simplement parce que j'ai bouffé 2 activations pour le 7800 X3D, puisque j'ai dû retester avec les derniers drivers d'AMD. Malgré tout, bon, ce qu'on peut voir, c'est que le jeu est pas très demandeur au niveau processeur, du coup j'ai choisi d'emblée, enfin j'avais commencé avec le 7800 X3D, et on voit que le Ryzen 7600 arrive quasiment au même niveau de performance. La seule différence, ça joue au niveau des 1%, qui sont plus stables avec le 7800 X3D, pas de surprise ici. Et du coup, comme j'ai vu tout de suite qu'on était plus limité par la carte graphique que par le processeur, j'ai choisi les processeurs les moins puissants à tester. Du coup, le i3 13100, puisque c'est un 4 corps, et là on peut voir, autant il arrive quasiment au même niveau de performance en moyenne, mais c'est vrai qu'au niveau des 1%, il fait beaucoup moins bien que les Ryzen 7600 et 7800 X3D, et on est très légèrement au-dessus du 3600 qui fait beaucoup moins bien en moyenne. Donc, je pense, ça reste à vérifier, que les 4 corps ici pénalisent peut-être le 13100 au niveau de 1%. Et pour le Ryzen 3600, on voit qu'on arrive aux alentours des 100 fps de moyenne, ce qui est pas si mal avec des 1% aux alentours des 60. Donc il peut tout à fait maintenir les 60 fps de moyenne, c'est déjà ça, et il peut, je dirais, topper aux alentours des 100 fps sur ce jeu-là. Donc bref, oui, même si le 3600 ici fait pas un score incroyable, je pense que pour la plupart des cartes graphiques sur ce jeu-là, c'est suffisant. Alors, au niveau du scaling des presets sur le titre, avec la 4090 en 4K, alors ce qu'on peut noter, c'est qu'évidemment, c'est que le mode cinématique, même sans activer le ray tracing, est très lourd, puisqu'on est en dessous des 60 fps avec la 4090. On voit qu'en détail très élevé, en very high, on approche les 60, et le mode optimisé que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire les tests, on voit qu'il vient se loger quasiment pile entre le mode très élevé et les détails élevés. Après, on voit que comme bien souvent, passer des détails ultra, je dirais, cinématiques ici, aux détails élevés, c'est souvent ce qui vous offrira un gros boost de performance, celle qu'il y a également sur ce jeu-là. Donc si vous n'avez pas trop envie de bidouiller au niveau des réglages, c'est vrai que les détails hauts, c'est déjà une bonne base. Après, vous pouvez pousser les textures peut-être en mode cinématique, puisque les textures sur le jeu sont pas vraiment très lourdes au niveau de la VRAM, donc c'est un petit peu dommage de s'en priver. Les détails médium ensuite sont plutôt légers dans l'ensemble, c'est pas trop moche pour autant, mais c'est vrai qu'on perd pas mal par rapport aux détails élevés, et les détails bas par contre le jeu devient vraiment plutôt laid. Il y a vraiment un gros gap au niveau visuel entre le médium et les détails bas, particulièrement au niveau des ombres, et là très clairement ça vaut pas le coup, donc visez je dirais à minima les détails médiums, peu importe le matos que vous utilisez. Le même test avec la 7900 XTX, bon, on retrouve plus ou moins les mêmes écarts, hein, j'ai l'impression au niveau pourcentage. Bon, évidemment, les performances sont moins bonnes. Et pour l'upscaling de l'upscaling, comme d'habitude, passer du détail natif au détail quality, c'est ce qui fait gagner le plus de performance au niveau du pourcentage. Après, on gagne un petit peu à chaque fois, puisqu'on réduit d'environ 10% à chaque fois la résolution de base. Comme bien souvent, le meilleur compromis facile à faire pour gagner beaucoup en performance, utiliser l'upscaling en mode quality avec les détails élevés. Et comme on peut le voir ici, pour AMD c'est exactement la même chose, passer du natif au FSR Quality, c'est ce qui offre le plus gros gain de performance. L'échelle, je dirais, au niveau de l'upscaling est la même avec le FSR et le DLSS, donc des résultats similaires. Alors au final, cette version de Black Myth Wukong PC n'est pas parfaite, mais c'est plutôt correct dans l'ensemble. C'est vrai que pour un premier jeu, c'est déjà bien plus propre que pour pas mal de gros éditeurs, même si oui, le jeu est très lourd. Pourtant, ça ne veut pas dire que l'optimisation est immonde. Le scaling des réglages est bon, et comme Lumen est utilisé avec tous les réglages, ça rend le jeu très gourmand. Mais bon, c'est aussi en grande partie grâce à Lumen que le jeu est aussi sympathique visuellement parlant, comme pas mal d'autres jeux maintenant qui utilisent beaucoup du ray tracing software.
Alors après, pour le pass tracing, c'est un plus visuellement parlant la plupart du temps, mais est-ce que ça vaut son coup hors source vis-à-vis du rendu Lumen classique? Personnellement, je trouve pas. C'est bien trop exigeant hors source, et même avec les cartes les plus performantes de chez Nvidia, c'est compliqué quand même, vu qu'on est quasiment obligé de passer par le combo upscaling plus regeneration pour que ce soit exploitable. Alors après, c'était pareil pour Cyberpunk et Alan Wake 2, donc bon, pas de grande surprise ici. À vous de voir si ça vaut le coup pour vous ou pas de l'activer, selon vos préférences et votre matos. Comme on l'a vu dans les comparaisons en images, ça peut aussi être une histoire de préférence au niveau des techniques de rendu. Aucun n'est parfait, et parfois on peut préférer sur Cyberpunk ou Alan Wake 2 que sur Wukong, même si le rendu n'est pas mauvais, c'est juste que je trouve que le titre s'y prête pas forcément le mieux. Je trouve que le pass tracing ça marche mieux en environnement urbain. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, on peut malgré tout faire tourner le jeu sur du matos pas si incroyable que ça, tout en ayant quelque chose de très joli à l'écran. Certes, quand on va tout mettre à fond, ça va être hyper lourd, mais si on joue déjà en détail élevé au lieu des détails cinématiques, donc l'équivalent du ultra dans la plupart des autres jeux, on reste sur quelque chose de très propre, tout en étant beaucoup plus léger en ressources. Après, c'est vrai que ça va aussi être corrigé, et j'espère aussi vraiment qu'on pourra modifier le sharpening dans le titre par la suite avec un patch aussi, puisque c'est vrai que les Radeon sont un petit peu à la peine vis-à-vis des GeForce jusqu'ici sur ce jeu-là. Donc bon, peut-être que de futurs drivers ou patch aideront les Radeon particulièrement, ou peut-être que c'est aussi un jeu qui fonctionne juste mieux sur les GeForce, tout comme il y a des jeux qui fonctionnent mieux sur les Radeon aussi. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins YouTube, les abonnements et compagnie, c'est débile, mais ça aide, et comme toujours, un gros merci aux membres de la page Ko-fi et aux membres soutien YouTube de la chaîne. Gros cœur pour vous, et on se retrouve donc très bientôt aussi pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!